Bonjour, aujourd'hui on va parler de buts de culture. Donc souvent en permaculture, quand on fait de la permaculture, on a envie de faire des buts. Et les gens qui pensent qu'on fait des buts pensent qu'on fait de la permaculture. Alors, la permaculture, ça ne se résume pas au but, à cette technique de jardinage. C'est tout un ensemble de principes, de réflexions sur l'aménagement du territoire. C'est pas juste je fais des buts et puis voilà, je fais de la permaculture. Bon, mais bon, en tout cas, dans l'inconscient collectif, quand on dit on fait de la permaculture, ah, vous faites des buts voilà. Bon, oui, on a fait une butte, après on a arrêté, j'expliquerai pourquoi. Donc aujourd'hui, voilà, le sujet, c'est les buts de type algoculture. Il y a plusieurs types de buts, il y en a une variété que je n'ai pas dénombrée, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a une vidéo qui est très bien faite de Damien Carbaz sur la chaîne YouTube Permaculture, Agroécologie, etc. 3 petits points, que vous connaissez certainement si vous êtes tombé sur mes vidéos. Voilà, il explique très bien les différents types de buts. Bon, il balaye peut-être pas tout, mais bon, il y en a quand même un bon paquet. Et d'ailleurs, c'est pas que ça, mais aussi sa vidéo qui nous a convaincus de faire une butte-culture. C'est celle qui nous paraissait le mieux pour notre cas. Il faut toujours réfléchir à dans quel cas on est. Après coup, on verra que bon, finalement, les buts, c'est peut-être pas toujours une bonne idée, même assez rarement. Voilà. Mais on voulait expérimenter. Ça, c'est le premier grand point. On voulait savoir ce que ça faisait que de faire une butte agriculture. En parlant de la vidéo de Damien, je mettrai un lien en dessous pour ceux qui ne connaissent pas. Là, je mettrai un lien direct dans la description. J'ai aussi une petite aparté, j'en profite. Dans la description en dessous, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a la première vidéo, je ne l'avais pas fait de chapitrage, mais la deuxième vidéo, je fais un chapitrage. Donc si jamais vous avez envie de zapper dans la vidéo et que vous voulez y revenir et qu'il y a un point précis qui vous intéresse, normalement je fais un chapitrage où j'explique, où je mets voilà, à tel timestamp, je parle de telle chose. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien dans la description, ça vous amène directement dans la vidéo à cet endroit-là. Aparté terminé. Donc pour nous, il y avait surtout le principe qu'on voulait expérimenter les buts, voilà, on voulait tester, on voulait se faire notre avis, savoir ce que c'était. Après, on avait quand même évidemment réfléchi un petit peu à qu'est-ce que ça pouvait nous apporter. Nous, on a une forêt, on voit derrière moi, là, on a une forêt de 2 hectares qui n'a pas été entretenue pendant 10 ans et qui a repoussé parce qu'elle avait été rasée à blanc. Et on a énormément de bois mort à recycler. Donc la butte agriculture, on utilise beaucoup de bois pour faire un tapis pour apporter, on apporte des champignons, on fait de la rétention d'eau avec ça. Ça permet à l'eau de rester, ça fait comme des éponges en fait le bois pourri. Donc ça permet aux racines des plantes qu'on va planter ensuite sur la culture de toujours trouver de l'eau. Donc on avait besoin de recycler ce bois. On savait pas trop en fait sur notre terrain ce que ça allait donner niveau eau. On n'avait pas bien réfléchi au sujet. Donc voilà, on s'est dit peut-être que les buts ça peut nous apporter une réponse satisfaisante par rapport à cette problématique-là qui est importante sur un terrain sur de la permaculture. L'eau c'est un peu le nerf de la guerre. Après sur la richesse du sol, là pareil on n'avait pas bien. Après on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de plantes bio-indicatrices qui nous disaient qu'on avait un sol très riche, mais on ne savait pas. Au début on était là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? En mettant du bois, on met de la matière organique avec des essences différentes, on apporte de la richesse à un sol qui peut être pauvre. Ensuite on s'était dit ça permet de faire une délimitation aussi, là au moins ça se voit, une butte on va pas marcher en plein milieu des cultures, si on invite des gens ou si on fait visiter le terrain, ils vont pas marcher dessus. On verra qu'avec des planches on peut le faire aussi, c'est ce qu'on a fait. On s'était dit aussi ça permet de faire des microclimats, donc il y aura une face nord, une face sud, des pentes, au-dessus c'est plus sec, vers le bas de la butte c'est un peu plus humide, donc on peut planter différentes plantes. Là aussi, là on a été influencé pas mal aussi par un bouquin, je crois que c'est la culture sur but ou la permaculture sur but, je me souviens plus du titre, de Richard Wallner. Je mettrai un lien aussi qui est un très très bon bouquin. Mais qui nous a vraiment fait peur parce que le gars il est vraiment pointu dans sa description et dans son système. Et on a commencé à essayer de tout comprendre et en fait on s'est dit oulala, on va jamais y arriver, c'est beaucoup trop compliqué. Et on s'est rendu compte après coup que c'est vrai que c'est très bien ce qu'il fait, et c'est très bien expliqué, ça permet d'avoir une vue vraiment exhaustive, quasiment exhaustive de ce qu'on peut faire sur des buts, sur les rotations, les associations de plantes, comment ça va fonctionner. Mais par contre, pour des débutants, nous, ça nous a complètement découragés. À un moment, on était déprimés à cause de ce bouquin, même s'il est génial, je vous le conseille de l'acheter, mais vraiment,
petit à petit, hein. Pas essayer de l'assimiler en une semaine, c'est Prozac assuré à la fin. Voilà, c'est trop high level en tout cas pour nous, c'est trop haut niveau, voilà, c'est trop compliqué. Après, le point qu'on avait pensé identifier, c'était qu'on avait une surface supplémentaire. Du coup, le fait que la butte elle soit un petit peu, ça nous paraissait un argument valable en tout cas. On s'est dit c'est vrai qu'on peut planter plus de trucs parce qu'en fait, comme c'est en pente, on a plus de surface que si c'était à plat pour une surface au sol équivalente. Voilà, et écoutez, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Donc là, c'est une vidéo que j'ai faite à l'automne dernier, fin d'été, début d'automne de l'année dernière, 2015, et où j'avais filmé en fait la construction de la butte. Donc ça vous montre de manière tout à fait concrète comment ça fonctionne. Première étape de la construction de notre butte de type Hugel Culture. Alors, déjà, il va falloir délimiter la zone où on va faire notre butte sur des lignes de niveau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de niveau ? Une ligne de niveau, c'est une ligne de notre terrain sur lequel tous les points vont être à la même altitude. Pourquoi c'est important de faire notre butte sur une ligne de niveau ? C'est important principalement pour la gestion de l'eau. En fait, notre eau, elle va avoir tendance à couler évidemment dans le sens de la pente. Donc si on a un terrain pentu comme le nôtre, nous on a à peu près 12% de pente à cet endroit-là, l'eau elle va avoir tendance donc à partir dans la vallée. Et si on fait nos buttes soit dans le sens de la pente, soit oblique par rapport au sens de la pente, l'eau elle va avoir tendance, surtout qu'on va marcher sur les côtés de notre butte, sur chaque côté de notre butte, et en fait on va tasser le sol. Donc l'eau elle va avoir tendance à suivre ces espèces de gouttières naturelles qui vont se former parce qu'on marche sur le sol et du coup à cet endroit-là il est moins meuble, donc l'eau elle va avoir tendance à faire comme dans une gouttière et à partir dans la vallée encore plus rapidement que si on ne marchait pas à cet endroit-là. Donc pour pallier ce problème-là, on va mettre nos buttes sur terrain pentu, sur des lignes de niveau, et ainsi l'eau va couler en fait sur les zones où quand elle va frapper le sol à l'endroit où on marche, au lieu de partir dans la vallée, elle va rester là, elle va stagner. En fait, ça fait un peu comme une baissière aussi, ça peut s'appeler, ou des swales en anglais, une baissière naturelle. Et en fait, l'eau va rester là, elle va s'infiltrer doucement dans la terre. Donc ça, c'est deux choses très importantes en permaculture. Pour la gestion de l'eau, c'est qu'on veut que l'eau, évidemment, s'infiltre dans le sol, qu'elle reste en fait sur place, mais surtout qu'elle migre le plus lentement possible en fait à travers notre système. C'est le meilleur moyen en fait de préserver la vie du sol, c'est que l'humidité elle migre lentement. Si on a des torrents d'eau, c'est pas bon, hein. Voilà. Donc ça c'est une première étape importante, c'est de regarder les lignes de niveau. Donc après pour préparer cette zone, ce dont on va avoir besoin, c'est si on veut mettre du bois sur une zone qui est à peu près plane pour pas avoir notre monticule de bois qui s'effondre ou qui n'est pas bien régulier, le mieux c'est d'aplanir le sol. Alors on va travailler le sol en faisant ça, donc normalement si on veut pas trop perturber le sol et qu'il reste riche, on essaie de le travailler le moins possible, donc de ne pas l'aplanir. Mais bon, parfois la pratique fait que on ne suit pas toujours à la lettre la théorie, et qu'il y a besoin d'aplanir pour des raisons pratico-pratiques. Voilà. Parfois, il faut savoir aussi transiger un petit peu avec le livre, avec ce que nous dit le livre de la permaculture. Voilà. Pareil pour est-ce qu'on enlève les herbes, est-ce qu'on n'enlève pas les herbes, nous on l'a fait, ça sert à rien, hein. Je pense que ça sert pas à grand chose, parce que de toute façon on va mettre du bois par-dessus. Nous on les a surtout enlevés parce qu'il y en avait besoin d'aplanir derrière. Donc voilà. Pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. On peut aussi, ce qu'on n'a pas fait, mais on peut préparer la zone plusieurs mois à l'avance. On met de la matière organique ou un couvre-sol. Donc ça peut être une bâche en plastique. Nous, alors pareil, hein, on n'aime pas trop ça, parce que les bâches en plastique en PVC, c'est extrêmement polluant, c'est pas facile à recycler, ça vient de l'industrie pétrochimique, c'est pas du tout écologique, hein. Donc, mais bon, ça peut être un palliatif si on n'a pas de... Si on veut préparer un peu le sol et qu'on n'a pas de... Nous, on l'a fait à certains endroits sur notre terrain, parce qu'on avait des vieilles bâches qui traînaient sur le terrain quand on l'a acheté, et on s'est dit, plutôt que de les jeter directement sans rien en faire, on a qu'à les réutiliser, et ça nous permettra de préparer le sol sur certaines zones. Voilà. Mais bon.
Donc après, on peut couvrir la zone plusieurs mois à l'avance. Donc le mieux c'est on peut mettre de la tonte de gazon, on peut mettre, bon ça va très très vite se décomposer, mais on peut mettre des feuilles mortes, ça c'est très bien les feuilles mortes. On peut mettre des tas de bois aussi un peu à l'avance, hein. Tant que le sol est couvert, de toute façon on est bon, hein. Et après en dessous, donc l'eau va pouvoir s'imprégner plus lentement parce que le sol va être plus grumeleux, parce qu'on aura préparé la zone, donc on n'aura pas une croûte de terre. Après, pour ce qui est de la préparation de la zone, on va avoir à considérer l'orientation de la butte. Alors nous, c'est un terrain qui est quand même pas mal pentu, donc on peut pas trop se poser ce genre de questions. Nous, on le met sur des lignes de niveau, sinon ça va être une catastrophe au niveau de la gestion de l'eau. Et notre but va être... ça va pas bien se passer au niveau de la gestion de l'eau. Par contre, pour des gens qui ont un terrain complètement plat, qui n'ont pas besoin de se poser la question des lignes de niveau, eux, par contre, peuvent commencer à jouer un peu avec l'orientation des buts. Donc mettre une face à l'est, une face à l'ouest, en mettant la butte dans l'axe nord-sud, ou au contraire les diriger différemment. Enfin bon, après, c'est vraiment en fonction des plantes qu'on veut mettre. Et il faut étudier la question. Voilà. Nous, on ne s'est pas trop posé la question. Il s'avère que c'est à peu près orienté dans le sens nord-sud. Et en plus, elles sont sur des lignes de niveau. Donc voilà, on a à peu près ce qu'on voulait nous faire sur ce terrain. Deuxième grande étape pour la construction d'une butte hugelculture, il faut faire un lit de bois. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça pour apporter de la matière organique d'abord. Cette matière, elle va se décomposer sur de longues années. On a des matières qui sont très carbonées, qui sont quand même assez solides. Donc les éléments qui la constituent vont se diffuser sur de très nombreuses années. Donc c'est un diffuseur à longue durée. Donc c'est ça qui va apporter évidemment la richesse du sol, hein, qui va venir enrichir notre sol. Donc ça c'est surtout bien pour les sols qui sont pauvres en éléments nutritifs et en éléments chimiques, et principalement en carbone, hein. Le bois, il y a énormément de carbone dedans. Donc voilà, c'est surtout pour des sols de ce type-là, ce qui n'était pas notre cas. Ensuite, le bois, il va éponger l'eau. Par exemple, si on a un sol qui est avec une croûte très dure ou qui a du mal à absorber l'eau, la butte hugelculture, c'est très bien parce que le bois qu'on va mettre dedans, surtout s'il est un peu pourri, s'il s'effrite, il va avoir tendance à fonctionner comme une éponge. Ensuite, ça permet d'aérer aussi le sous-sol, hein, et ça permet aux animaux de se faire des abris. Nous, dans notre butte, on a énormément d'animaux. Alors, il y a des petits insectes, on doit avoir aussi des musaraignes, on a des campagnols, les taupes, pas trop, parce que les taupes, elles préfèrent creuser sous la terre et se faire des galeries, donc là, bon, elles sont peut-être pas forcément très à l'aise dans du bois. Mais voilà, en tout cas, ça attire énormément de biodiversité et ça permet d'avoir un système qui est résilient. Plus on a de biodiversité, la vie amène la vie. Donc plus on a de biodiversité, mieux ça vaut pour l'équilibre de nos plantes, et elles auront de moins en moins de maladies. Plus ça sera équilibré, moins il y aura de maladies. Bon, ensuite, il faut varier les niveaux de décomposition du bois qui est apporté dans la butte, hein. On peut mettre du bois jaune, on peut mettre du bois moins jaune, on peut mettre du bois qui s'effrite, du bois pourri, couvert de champignons. Ça, c'est très bon. Il faut absolument mettre du bois avec des champignons. Ça va permettre de la colonisation des champignons beaucoup plus rapide dans la butte, hein. Ça va se faire naturellement, mais si on ne met pas de bois un peu pourri avec... alors vous verrez, hein, vous voyez sur la vidéo, là, il y a des petits moisissures un peu blanches. Bon, ça, c'est des champignons, hein. Ça, c'est très bon. Il faut en mettre, hein, dans la butte. Les champignons, ils s'associent aux plantes, avec les racines des plantes. Et cette association champignon-racine, c'est appelé le mycorhize. Et la mycorhize, c'est un processus vraiment important de la santé des plantes et de la vie. Les champignons vont apporter des éléments nutritifs à notre plante, et la plante, en échange, elle va donner une partie de sa sève sous forme de sucre aux champignons. Donc cette association, elle est bénéfique, hein. On n'est pas du tout dans la compétition, on est vraiment dans la collaboration. Ensuite, on peut casser des gros morceaux, hein. Il y a des morceaux qui sont parfois un peu énormes. Bon, c'est pas facile de mettre de la terre par-dessus, donc n'hésitez pas à les casser, comme on voit sur la vidéo, les casser à coups de masse, hein. Bon, évidemment, parfois, si c'est du bois pas trop solide, hein, donc je vous conseille de mettre sur la couche supérieure du bois qui s'effrite, comme ça sera plus facile de le casser. Et les gros rondins qui sont encore jeunes, les mettre plutôt en dessous. Ensuite, il faut quand même éviter de mettre trop de bois.
Nous, on a fait cette erreur, c'est qu'on a mis énormément de bois, donc on avait trop de pentes, et on a dû tout refaire. Voilà, donc c'est ce qu'on voit sur des vidéos, c'est qu'on a dû réenlever une partie des matières, des couches qu'on avait mises sur la butte, et puis refaire, pas depuis zéro, mais bon, refaire une bonne partie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une couche de bois de 20 à 30 cm, plus ou moins pyramidale, 30 cm grand maximum de hauteur. Voilà. Si on veut mettre plus de bois sur la butte pour que la butte soit plus pérenne, parce qu'on aura plus de matière organique à décomposer au fil des années, on peut creuser le sol et rajouter de bois et remonter qu'à 30 cm au-dessus du niveau du sol. Donc, du coup, si on creuse de 20 cm, on aura 50 cm de bois à décomposer. Alors après, il faut faire attention avec ça, c'est par rapport à votre sol. Il faut bien l'étudier. Si vous avez tendance à avoir un sol qui laisse stagner l'eau, dans lequel l'eau ne va pas réussir à s'imprégner, ça va vous faire une piscine. Là. Vous allez creuser un bassin dans lequel vous allez mettre votre bois, l'eau va rester dedans, ça va stagner, ça va s'inonder et c'est pas bon, hein, ça va pourrir, il va y avoir des phénomènes pas cool là et il va y avoir des maladies, des pathogènes là pour vos plantes. Donc moi je vous conseille quand même de faire ça que si vous avez un sol qui draine un petit peu quand même. Ensuite, nous avons rajouté une couche de déchets verts. Alors pourquoi on a fait ça ? On a fait ça pour pallier la fin d'azote. La fin d'azote, c'est un phénomène qui a lieu quand on construit une butte ou une planche de culture, qu'on met de la matière organique, surtout du bois, ou du bois fragmenté ou du bois décomposé, comme c'est le cas ici, qui est peuplé de champignons. Les champignons vont coloniser la butte, et au début, tant que le système n'est pas équilibré, les champignons ils vont manger tout l'azote qu'il y a dans la butte. Donc qu'est-ce qui va se passer si vous plantez des plantes alors que le système n'est pas encore équilibré ? Eh ben, les plantes elles auront l'azote qui reste, que leur ont gracieusement laissé les champignons. Et si c'est pas assez, votre plante elle va pas être bien, hein. Elle va avoir la feuille qui pend, elle va être toute jaune, et vous allez avoir du mal à avoir des bons légumes. Donc pour pallier ce problème-là, on va rajouter artificiellement une couche d'azote. Donc là, ici, dans ce cas précis, c'est des orties fraîches qui sont très très riches en plein d'éléments, qui sont très riches en fer, très riches aussi évidemment en azote, aussi en fibres, en chlorophylle et en beaucoup de nutriments. L'ortie, c'est une plante très très riche. On fait des purins d'ortie. Bon là, on met de l'ortie direct, sans faire de purin. Cette couche va se décomposer et va apporter en plus des éléments nutritifs complémentaires de ceux du bois. Donc il ne faut pas hésiter à mettre une couche par-dessus le bois. Donc ça va permettre de pallier ce problème de fin d'azote et en plus de rajouter plein d'éléments nutritifs différents, d'éléments dans notre but et à l'alimenter. Ensuite, on va rajouter une couche de terre arable. Donc une terre arable, c'est une terre qui est propice à la culture du sol. Vaut mieux quand même sur notre but mettre de la terre qui soit déjà capable de faire pousser des plantes. En gros, c'est les 5 premiers centimètres du sol, d'un terrain qui est quand même assez fertile. C'est pas toujours évident à trouver. Souvent, les manuels qui parlent de but conseillent de le prendre la terre qui est dans les allées qu'on va faire de part et d'autre de la butte. Nous, d'expérience, on a fait des allées d'à peu près 80 cm de largeur. C'est pas suffisant, hein. On n'a pas assez de terre arable. Bon, déjà, ça va creuser la zone où on va marcher, donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Et en plus, on n'a pas forcément assez de terre pour après mettre sur la butte. Sur la butte, on va mettre à peu près 20 cm de terre en surface. Moi, je vous conseille d'en mettre au moins 15-20 cm de terre pour pas que ça se tasse trop vite. Ça va être difficile à trouver juste dans les allées. Donc après, si vous avez une forêt pas très loin de chez vous, ça peut être une bonne idée aussi d'aller récupérer de la terre de forêt. C'est de la terre très riche, la terre qui est noire, qui est de la belle terre, de la terre d'humus. Nous, après d'expérience, après 1 an, il nous reste quand même pas mal de terre, mais il faudra quand même penser au fur et à mesure sur votre but à rajouter de la matière organique. Donc les plantes qui vont mourir, qui vont être en fin de saison, vous les coupez, vous les laissez coucher sur le sol, vous les coupez en petits morceaux, vous pouvez les cacher aussi sous de la paille si vous avez mis de la paille par-dessus.
si vous trouvez le côté esthétique est important pour vous. Mais bon, il faudra quand même rajouter au fur et à mesure de la matière organique pour que ça redevienne un cercle vertueux. C'est-à-dire que les plantes vont puiser de la matière organique, vont pousser, vont mourir, vont réalimenter la butte, et la boucle est bouclée. Alors ensuite, une chose importante quand même, si vous avez besoin de laisser votre butte en plan, parce que vous avez autre chose à faire, c'est ce qui nous est arrivé, et vous voulez reprendre le lendemain par exemple, ou 2 jours après, ne laissez pas votre butte avec la couche de terre arable nue, non couverte, ne la laissez pas en plein soleil, le rayonnement du soleil direct va tuer toute la faune qui est en surface, la faune épigée. La terre, elle est pas faite pour être à nu, hein. Dans la nature, dans une forêt, la terre, elle est toujours couverte. Et dans les endroits où elle est à nu, il n'y a rien qui pousse, hein. Donc il faut vraiment éviter à tout prix, si vous avez besoin de... Donc, nous, on a mis une bâche, on avait une bâche sur le terrain qu'on a réutilisée pour ça. Mettez une bâche pour éviter que cette première couche de terre meure. Sinon, vous allez perdre tout l'avantage que vous avez eu à rajouter de la terre arable. Toujours concernant la couverture du sol, c'est important aussi par-dessus la couche arable de mettre une couche donc, de couverture, hein. Donc on va mettre soit de la paille, soit du foin, on peut mettre du broyat de bois, on peut mettre, on peut mettre de la laine de mouton, ça peut se faire aussi, hein. On peut mettre de la matière organique. En dernier recours, on peut mettre une bâche, hein. En agriculture conventionnelle et même biologique, souvent ils mettent des bâches pour couvrir le sol. Ça empêche les mauvaises herbes, dites mauvaises herbes, de pousser. Enfin, en tout cas, les herbes indésirables, on va les appeler comme ça, c'est plus politiquement correct. Mais bon, nous, vraiment, on vous conseille pas de faire ça, hein. Les bâches en PVC, c'est quand même... surtout si vous devez l'acheter. Nous, on en avait sur le terrain qu'on a récupéré. Bon, voilà, quoi. Elles étaient là, autant les utiliser avant de les mettre à la déchetterie. Mais si vous n'en avez pas, n'allez pas acheter des bâches. Il y a moyen de faire avec de la matière organique, ça sera beaucoup mieux pour votre terrain, c'est beaucoup plus sain, c'est pas issu de l'industrie pétrochimique qui n'est par définition pas durable. Voilà, donc essayez de mettre de la matière organique et ne laissez pas votre sol à nu, ça c'est super important. Dernier point, si vous êtes comme nous sur un terrain qui est pas mal pentu, il va falloir peut-être penser à consolider votre butte. Et nous, c'est ce qu'on n'avait pas forcément, on avait un peu sous-estimé comme problème, donc on a eu ce problème-là, c'est que notre butte, elle s'est cassée la figure quand on a fini de la montée, qu'on a mis la couche de terre arable, patatras, tout est tombé. Donc voilà, donc là, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est qu'on a mis des rondins de bois en fait sur les côtés pour consolider latéralement. Et après, on est venu retenir tout ça avec des piquets qui sont enfoncés au maillet dans la terre. Voilà, donc ça permet de faire une... Bon, après, il n'y a pas besoin de le faire sur toute la hauteur de la butte, hein, évidemment. Il y a des gens qui font des coffrages, hein. On peut faire aussi des buttes sous forme de coffrage. Mais là, en tout cas, dans le cadre de la butte qu'on vous présente, il y a peut-être 10 cm, 10-15 cm et peut-être 20 à certains endroits, 20 cm de hauteur de rondins de bois. Et après, voilà, ça suffit pour consolider la base de la butte et après, ça s'effondre plus, hein. Donc là, sur la vidéo, vous voyez notre butte après 1 an, hein. Donc là, on voit qu'il n'y a plus de zone à nu, hein. Toutes les plantes ont recouvert entièrement la zone. Donc on n'a plus besoin de mettre de paille ou de matière organique. Ça se fait tout seul. On a des zones qui sont pas mal envahies par les fraisiers, d'autres où il y a des courges qui courent. Il y a des choses qui se sont ressemées toutes seules, hein, comme la roquette s'est ressemée toute seule et fait vraiment un couvert. Elle a vraiment envahi la zone. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au fur et à mesure, on enlève les herbes dont on ne veut pas, hein. Donc les herbes indésirables. Et voilà, le résultat après 1 an. La présentation de la construction de la butte est terminée. Et j'espère que ça vous a plu. On verra en fait dans d'autres vidéos qui vont venir, hein. Je vais faire plusieurs chapitres, je pense, sur la question. C'est intéressant, comment on agence en fait son terrain, comment on fait les cultures. Donc je vous montrerai après pour les planches de culture, donc la solution qu'on a finalement retenue. On a gardé quand même notre but, hein, on l'a laissé. On s'est rendu compte après coup, maintenant avec un peu de recul, au bout d'un peu plus d'1 an, que finalement il n'y a pas de...
Il n'y a pas de productivité plus importante dans notre cas, il n'y a pas qu'une planche de culture. Je compare par rapport à une planche de culture avec du BRF de printemps. Il n'y a pas de productivité plus importante, les besoins en eau sont pas différents, on n'a pas arrosé de toute façon ni l'un ni l'autre. Ça a fonctionné, mais pas mieux que sur des planches. Et un des gros défauts quand même de la butte, dont on ne parle pas forcément souvent dans les vidéos, vous l'avez vu sur cette vidéo de présentation, c'est que c'est beaucoup de travail. Il faut vraiment en vouloir. Alors pour faire une petite butte, nous on en a fait une, elle fait 12 mètres sur 1,50 m, un truc comme ça, donc elle est pas énorme, mais déjà ça, c'était beaucoup de travail. Donc. Et puis finalement pour un résultat qui dans notre cas en tout cas est exactement le même, on avait déjà un sol très riche, on avait déjà un sol qui retenait beaucoup l'eau, et comme je vais rajouter une petite vidéo à la fin, même maintenant là je vais la mettre, j'ai une vidéo aérienne, là je vais vous montrer un petit peu, je réutiliserai ces vidéos pour faire vraiment une présentation du terrain et nos choix permaculturels. Mais on voit qu'il y a, si vous voyez la vidéo, on voit qu'il y a vraiment une forêt au-dessus de notre zone de maraîchage. Et en fait, les arbres, ils ont un gros potentiel, c'est qu'ils ont des super racines très profondes dans le sol et qui retiennent l'eau. Donc, comme la pente va vers notre zone de maraîchage, les arbres évitent que l'eau, qu'il y ait de l'érosion, que l'eau elle se mette à couler directement dans la vallée. Et ils la retiennent dans les couches superficielles, puis de plus en plus profond. Ça fait une espèce de grosse bulle dans la pente vers la zone de maraîchage. Et finalement, on a une zone où dès qu'on est un petit peu profond, on a tout de suite de l'humidité. Donc nos plantes, on est quasiment complètement autonome en eau. Là, on a une grosse sécheresse ça a duré 3 semaines où vraiment il n'a pas plu du tout. Les plantes commençaient à faire un petit peu la figure, donc il y en a certaines, on les a arrosées. Il y a des plantes, on s'est rendu compte, ça, il faudra que je fasse une autre vidéo aussi pour... peut-être que ça paraît évident à certaines personnes, mais nous, on a découvert ça. Il y a des plantes qui ont besoin de plus d'eau que d'autres. Donc le basilic, il était bien cet été, il n'y a pas eu de problème. Mais par contre, on a une production ridicule. On a planté des dizaines de basilic et on en a mangé 3 fois. Enfin, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, on n'a pas de quoi en vendre ou en faire une production vraiment suffisante. Donc je pense que l'année prochaine, peut-être on refera une vidéo dans un an où on comparera basilic année 1, basilic année 2, mais l'année prochaine on va certainement l'arroser beaucoup plus, ou le confiner dans une zone où on mettra un goutte à goutte, où on fera quelque chose pour qu'il puisse s'épanouir. Après on peut réfléchir aussi en permaculture, est-ce que c'est opportun de faire pousser une plante qui nous demande d'apporter soit de la matière extérieure à son terrain, parce que quand même en permaculture on vise l'autonomie, on vise des systèmes régénératifs et indépendants, autonomes. Donc si on commence à devoir amener du BRF de l'autre bout de la France, à récupérer de l'eau à droite à gauche, avec des citernes ou avec des canalisations, avec de l'eau courante, c'est plus de l'eau de pluie, on n'est plus vraiment dans un système dit naturel. Il faut réfléchir à tout ça. Voilà. Après c'est à chacun évidemment de faire sa sauce et de considérer en fonction de sa vision de la permaculture, ce qu'il a envie de faire. Moi, je vais pas juger, mais la permaculture, quand même, le but, c'est que le système il soit le plus autonome possible, le plus indépendant. Voilà, donc, si on y arrive, c'est mieux quand même. Puis en plus, c'est moins de frais. Pour nous qui voulons en faire une activité lucrative, on essaye d'en vivre. En tout cas, ma compagne essaie d'en vivre. Moi, j'ai une autre activité à côté, mais elle va essayer d'en vivre. Il faut réfléchir à ce genre de choses. Si on amène de l'eau de l'extérieur, si on doit payer, il y a le côté pollution, évidemment, non-autonomie, mais il y a aussi le côté financier qui fait qu'à un moment, on ne peut pas tout le temps amener des choses de l'extérieur. Donc plus on est autonome, mieux ça vaut. Écoutez, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur les buts de type hugelculture. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.